Bonjour et bienvenue parmi nous. Je suis le docteur Toukan Michel Eve, chirurgien gynécologue obstétricien. Je travaille à la clinique Plénitude à Bali et également comme médecin vacataire à l'hôpital gynéco-obstétrical de Yassa. Et ce soir, je suis en très charmante compagnie. Merci. Bonsoir docteur et merci de me souhaiter la bienvenue. Moi je m'appelle Raïssa Eyoum, membre de l'association de leadership féminin, employée de banque dans une institution financière dans la ville de Douala. Merci. Alors, l'association de leadership féminin est une association de jeunes femmes qui œuvre depuis déjà 4 ans relativement à la sensibilisation contre le cancer du sein dont on a fait notre cheval de bataille. Rendu à la 4e édition cette année, nous avons lancé nos activités samedi dernier par un talk animé par le docteur Taïou relativement au cancer du sein. Et à cet effet, une série d'activités est prévue. Si vous allez sur nos pages, notamment Facebook, Association de leadership féminin, Twitter et Instagram, les détails vous y seront communiqués. Nous invitons par là l'ensemble de notre communauté et même des personnes qui vont nous regarder pour que tout le monde comprenne que le cancer du sein, c'est pas une honte, c'est pas de la sorcellerie, c'est une maladie qui est vraie, c'est une maladie qui fait des ravages et il est défini comme l'un des premiers cancers féminins en termes de mortalité surtout. Le cancer du sein n'a pas d'âge. C'est vrai, on va vous parler des facteurs de risque. Mais le cancer du sein n'a pas d'âge. Il peut toucher la jeune fille comme il peut toucher le bébé ou il peut même encore toucher les hommes. Ça, les gens ne le savent peut-être pas, mais 1% des hommes est susceptible de développer un cancer du sein. Alors, soutenir l'association, c'est donner de l'espoir aux malades et c'est surtout permettre aux familles de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ces moments difficiles. Maintenant, en compagnie du docteur Toukan, je vais lui poser quelques questions pour votre connaissance. Alors, docteur Toukan, la première question que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que le cancer du sein? Donc, merci beaucoup de participer à ces activités de sensibilisation. Octobre Rose, c'est vraiment le mois du cancer du sein. Et nous, en tant que gynécologue, notre travail et une de nos missions, c'est vraiment faire le message de prévention. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour expliquer qu'est-ce que c'est le cancer du sein, qui est-ce que ça peut toucher, comment est-ce qu'on peut le prévenir. Parce que le cancer du sein, en fait, c'est une maladie qui est sérieuse, comme vous l'avez dit, et qui peut être fatale, mortelle, mais qui, si elle est dépistée précocement, peut être complètement guérie. Alors, le cancer du sein touche aussi bien la femme jeune, avant 40 ans, que la femme mature. Et il a vraiment 2 visages complètement différents. Il y a le cancer du sein de la femme jeune avant 40 ans, qui en général est un cancer foudroyant, d'évolution rapide, qui apparaît souvent dans un contexte familial de mutations génétiques, c'est-à-dire qu'il y a des mutations génétiques qui sont transmises de père à enfant ou de mère à fille. Ouais. Et c'est un cancer qui en général évolue de façon rapide, foudroyante, qui peut être découverte pendant la grossesse et qui, s'il n'est pas pris en charge précocement, a une issue fatale généralement. D'accord. Donc, quand vous parlez de développement rapide, ça veut dire que la durée de vie peut, entre le moment où on découvre le cancer du sein et le moment où la patiente de moins de 40 ans adviendrait à succomber de la maladie, il peut s'écouler combien de temps? Comment est-ce qu'on peut évaluer la durée de vie probable? Alors ça, on ne peut pas le faire et je pense qu'aucun médecin sérieux ne peut le faire. Quand on parle d'évolution rapide, on peut parler d'un range, on peut parler effectivement de quelques mois, voire 1 ou 2 années, VS, plusieurs années dans l'autre cas. Maintenant, tout dépend des caractéristiques propres de la tumeur, du terrain sur lequel la tumeur intervient, c'est-à-dire quelles sont les comorbidités de la personne atteinte. Comme je l'ai dit, quelles sont les caractéristiques de la maladie et puis est-ce que la patiente a les capacités de se défendre spontanément et bien sûr quel est le schéma thérapeutique que l'on va appliquer, la stratégie thérapeutique. Donc tous ces facteurs associés vont venir donner une durée de vie différente d'une patiente à l'autre. Donc il est difficile de parler d'une durée précise quand on parle de cancer de la femme jeune.
Maintenant, je voulais aborder également le cancer de la femme mature qui lui est complètement différent. C'est un cancer en fait qui bien souvent évolue de façon lente ou en tout cas modérée, qui n'est pas liée en fait à des antécédents familiaux ou génétiques, mais plutôt au vieillissement naturel de la glande mammaire, qui, si l'on fait ces dépistages régulièrement, je rappelle que les recommandations, c'est une mammographie dès l'âge de 50 ans systématique et à répéter tous les 2 ans si on n'a pas de facteur de risque particulier. Donc si on fait son dépistage régulièrement, on a largement les capacités en fait de le dépister tôt et de le guérir. Alors, donc voilà les 2 visages du cancer du sein. Merci docteur. Alors, on retient qu'on a 2 visages. Le cancer du sein de la femme de moins de 40 ans, qui est plus ou moins différent de celui de la femme de plus de 50 ans. Absolument. Maintenant, vous avez évoqué quelque chose tantôt, le facteur de risque. Qu'est-ce qu'on entend par facteur de risque? Alors, on entend par facteur de risque les facteurs qui vous prédisposent en fait à la maladie. Alors, on va retenir les facteurs de risque généraux qui fonctionnent pour tous les cancers, c'est-à-dire tabac, alimentation industrielle, etc. Maintenant, on va entrer dans les facteurs de risque spécifiques de la maladie. Et là, on va parler de ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sont les antécédents familiaux. Les antécédents familiaux de cancer du sein avant 40 ans, ça, c'est vraiment un facteur de risque très fort qui surexpose à la maladie. Et donc, il est important d'interroger de façon très exhaustive ses proches pour savoir s'il y a eu dans ses proches au premier degré une personne qui a été atteinte de cancer du sein avant 40 ans. Généralement, chez cette personne, on recommande de rechercher des mutations génétiques, notamment les mutations, vous avez bien, qui sont très célèbres, les BRCA1 et 2. Mais il y a aussi d'autres mutations qui existent. Par exemple, si on a dans la famille des gens qui ont été atteints de cancer de glande, c'est-à-dire surrénal, pancréas, thyroïde, côlon, intestin, on peut aussi avoir une autre mutation qui s'appelle le syndrome de Lynch et qui prédispose également à un cancer du sein. Donc il faut absolument avoir les antécédents familiaux et ce n'est pas toujours évident de les obtenir. Donc c'est la raison pour laquelle nous les gynécologues, en l'absence d'un interrogatoire vraiment poussé où on peut être sûr qu'il n'y a pas de contexte familial, nous on recommande plutôt de faire la première mammographie à l'âge de 40 ans au lieu de 50 ans parce qu'il est parfois difficile d'avoir les antécédents de façon exhaustive. Maintenant, on recommande également l'autopalpation des seins. L'autopalpation des seins, c'est se palper soi-même les seins tous les 3 mois, juste après les règles. Alors, il y a différentes techniques qui existent. Vous pouvez aller sur Internet et vous allez voir différentes techniques. Moi, je tiens un blog qui s'appelle Mamour-du-8doc où je fais différentes vidéos éducatives parmi lesquelles j'explique comment on fait l'autopalpation des seins. Donc ça, c'est fondamental. Il faut absolument faire l'autopalpation des seins tous les 3 mois après les règles. Et l'objectif, c'est quoi? C'est avoir la sensation habituelle de ces seins pour pouvoir dépister s'il apparaît une surdensité, un nodule, une tuméfaction et pouvoir consulter rapidement dès qu'il y a un changement qui apparaît. Également, vous devez aller chez votre gynécologue 1 fois par an minimum pour qu'il vous fasse une palpation des seins. Et pendant la grossesse, il est absolument indispensable de se faire palper les seins par votre gynécologue. Bien souvent, il y a des petites tumeurs quiescentes qui sont hormonosensibles et qui vont évoluer rapidement pendant la grossesse. Et donc, il est indispensable de vous faire palper les seins par votre gynécologue pendant la grossesse. C'est vraiment très important. Alors, docteur, vous avez dit beaucoup de choses sur lesquelles je souhaiterais revenir. Durant la grossesse, on sait bien qu'il y a un déclenchement hormonal relativement à la sécrétion du lait et autres. Est-ce qu'il est possible que la mère puisse transmettre le cancer du sein à son enfant? Alors, donc, il n'y a pas de transmission materno-fœtale du cancer du sein dans le sens in utero, c'est-à-dire qu'un bébé ne reçoit pas les gènes du cancer du sein pendant la grossesse en fait. Il y a une transmission de gènes, c'est-à-dire que si la maman est porteuse de gènes de la mutation génétique BRCA1 et 2 que nous avons évoqué, effectivement elle peut transmettre ces gènes à l'enfant, mais cette transmission ne se fait pas per grossesse, ça ne se fait pas pendant la grossesse. C'est pas parce que la maman a été porteuse d'un cancer du sein en étant enceinte du bébé que si c'est un bébé de sexe féminin, le bébé va également être porteuse d'un cancer du sein. Voilà. C'était l'équivoque que je voulais lever. Je voulais aussi dire qu'il était très important d'allaiter son bébé pour une maman,
que l'allaitement protège du cancer du sein. Et ça, c'est vraiment un message fort, outre bien sûr tous les autres bienfaits de l'allaitement maternel sur lesquels nous n'allons pas revenir. Allaiter son bébé protège du cancer du sein pour une maman. Donc c'est vraiment fondamental de le faire. Merci, docteur. Alors, maintenant, pour les bébés de sexe masculin, Oui. est-ce qu'il est possible qu'ils transmettent, enfin, je veux dire, est-ce que les porteurs masculins du gène du cancer du sein, est-ce qu'il est possible qu'ils, à défaut de développer la maladie, le transmettent? Absolument. Alors déjà, ce que les gens ne savent pas, c'est que les hommes peuvent faire un véritable cancer du sein. Comme vous l'avez évoqué, 1% des hommes sont atteints de cancer du sein. Généralement, ce sont des hommes qui sont porteurs de la mutation BRCA1 ou 2 ou du syndrome du Lynch que nous avons évoqué précédemment. Alors, on peut effectivement faire la maladie, être porteur du gène et voilà, comme on peut également ne pas faire le cancer du sein, mais par contre transmettre à ses enfants de sexe féminin ou masculin d'ailleurs, le gène muté et qui, eux, peuvent développer en fait le cancer du sein. Très intéressant parce que justement la prochaine question que je m'apprêtais à vous poser c'était de savoir est-ce qu'à ce jour on a des statistiques sur la probabilité de développer un cancer du sein quand on est porteur du virus? Enfin, pas du virus, je veux dire du gène. Alors c'est un gène récessif, hein, donc on ne peut pas établir en fait une probabilité. C'est un gène récessif, ça veut dire déjà qu'il faut qu'il y ait plusieurs allèles qui se retrouvent en soi, donc il faut recevoir le gène de plusieurs origines, aussi bien de son papa que de sa maman, pour que le gène se présente sous une forme qui se manifeste, qui a une manifestation clinique. Maintenant, il faut comprendre que développer un cancer, c'est un faisceau d'arguments. D'accord? Donc, on peut très bien, comme vous l'avez dit, porter un gène mais qui ne s'exprime pas. D'accord? Donc, ça, là, c'est dans des subtilités vraiment génétiques. Comme on peut avoir toute la forme complète, c'est-à-dire aussi bien être porteur du gène qui s'exprime et faire la maladie. D'accord? Donc, c'est un peu la nuance que je voulais apporter. Alors, au niveau du Cameroun et du plateau technique, quels sont les différents traitements auxquels un malade de cancer peut avoir droit? Je veux dire, on sait, il y a plusieurs types de traitements. Il y a des traitements hormonaux, il y a des traitements oraux, il y a la chimio. Mais au niveau du Cameroun, quels sont les traitements que vous offrez aux malades du cancer? Ça, c'est un. Et par ailleurs, y a-t-il un accompagnement parallèle à la prise de médicaments et aux séances de chimio? Alors, actuellement, au Cameroun, on peut dire qu'on dispose de la majorité des traitements du cancer du sein. Alors, le cancer du sein se traite de plusieurs façons. Il y a la chirurgie. Alors, dans la chirurgie, il y a plusieurs formes de chirurgie. La chirurgie, en général, disponible au Cameroun. La seule forme de chirurgie qui n'est pas disponible au Cameroun, c'est la technique du ganglion sentinelle, parce qu'il faut une lymphoscintigraphie qui prépare le travail de chirurgie. Et donc ça, cette technique-là n'est pas encore disponible au Cameroun. Sinon, les autres techniques de chirurgie sont disponibles au Cameroun. Il y a la chimiothérapie. C'est une chimiothérapie aujourd'hui qui est bien rodée, que l'on connaît très bien et qui est disponible dans la plupart de nos hôpitaux de référence. Il n'y a aucun souci pour ça. Il y a la radiothérapie. Alors, la radiothérapie est disponible essentiellement en centre privé. Je parle de la radiothérapie conformationnelle externe, parce qu'il y a d'autres formes de radiothérapie anciennes qui sont disponibles dans nos hôpitaux publics, mais il y a la radiothérapie conformationnelle externe qui est celle de référence qu'il faut pratiquer, et elle est disponible en centre privé au Cameroun. Et ensuite, il y a le blocage hormonal. Mais le choix de ces thérapies dépend des caractéristiques de la tumeur. Donc en général, quand on diagnostique un cancer du sein, on essaie d'établir sa cartographie. Et pour établir sa cartographie, en fait, il faut faire ce qu'on appelle une immunohistochimie. Et ça ne se fait pas encore au Cameroun. Donc nous envoyons les échantillons du cancer du sein à l'étranger et on nous renvoie la cartographie de la tumeur, et selon la cartographie de la tumeur, du coup, on fait la stratégie thérapeutique parce que nous savons quels sont les traitements qui vont être efficaces sur cette tumeur ou pas. Bien, maintenant que nous parlons de traitement, quelle est la fourchette des prix appliqués? Parce que je suppose que le cancer du sein, c'est une maladie coûteuse, d'autant plus qu'elle dure dans le temps. On ne sait pas, c'est pas comme le palu, pour lequel le traitement est accessible. Combien devrait se munir pour une séance de chimio, par exemple? À combien est-ce qu'on peut l'évaluer à minima? Alors, je ne saurais répondre à cette question. Je dirais que
la chimiothérapie est accessible aussi bien en centre privé qu'en centre public. Les centres publics sont subventionnés. Ça veut dire que, in fine, le coût dans l'absolu du traitement est le même, mais la part déboursée par le malade n'est pas la même en centre privé et en centre public, vu qu'il y a des subventions dans le système public qui viennent compléter la part du malade. À mon sens, je pense qu'une séance de chimiothérapie varie entre 80 et 150 000 francs, et en général, on recommande entre 3 à 6 séances de chimiothérapie dans le traitement d'un cancer du sein quand ça fonctionne. Et si c'est indiqué, d'accord? Voilà à peu près la fourchette des prix. Une mastectomie totale, c'est-à-dire une ablation complète du sein, généralement accompagnée donc d'un curage ganglionnaire, c'est-à-dire une exérèse des ganglions du creux axillaire, qui sont l'aire de drainage, la première aire de drainage lymphatique du sein, coûte effectivement vraiment de façon très différente entre un centre public et un centre privé. Je dirais entre 400 et 500 000 francs CFA en centre public et jusque peut-être 800 900 000 francs en centre privé. Encore une fois, les centres publics sont subventionnés, les centres privés ne le sont pas. Donc je pense que dans l'absolu, le coût est identique. Maintenant, la part déboursée par le contribuable est différente selon les centres. Bien, docteur, après 6 séances de chimio, quelles sont les probabilités que le malade recouvre la santé? Alors, on ne peut pas du tout parler on ne peut pas faire de généralité comme ça, parce que le cancer du sein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment un pronostic individuel. Il y a la cartographie du cancer, comme j'ai expliqué, donc, qui définit son agressivité, son potentiel de réplication, quels sont les traitements auxquels il va être sensible. Il y a le terrain, donc il y a la patiente en elle-même. Est-ce qu'elle a des comorbidités avant d'avoir son cancer du sein? Est-ce que par exemple elle est atteinte du VIH? Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle est dénutrie? Donc tous ces facteurs, il y a son milieu social. Est-ce qu'elle va avoir accès à une alimentation équilibrée, à un milieu sain, à une alimentation saine? Donc tous ces facteurs vont jouer dans le développement de la maladie, dans sa capacité à recouvrer la santé. Donc on ne peut pas faire de pronostic général, c'est vraiment un pronostic personnalisé en fonction du terrain, de la patiente et de la cartographie du cancer. Alors docteur, quel est le conseil que vous pouvez donner aux malades du cancer du sein ou encore à cet entourage qui vit la maladie avec le frère, la sœur, la personne qui est affligée? Quel est le conseil que vous pouvez leur donner? Et sur le plan émotionnel, y a-t-il un accompagnement particulier que vous apportez à ces personnes? Alors, j'ai plusieurs choses à dire dans notre contexte. Déjà, nous, tous les jours, nous vivons des drames, en fait, parce que quand on annonce un cancer du sein, surtout à une femme jeune, et qu'on annonce, par exemple, une exérèse totale du sein, généralement, les patients sont dans le déni et le refus du diagnostic. Et donc, cherchent des voies accessoires, notamment des voies de médecins traditionnels ou des voies de traitement médicamenteux qui pourraient les guérir du cancer. J'ai envie de dire aujourd'hui de façon solennelle et forte que le cancer du sein, c'est une maladie sérieuse qui demande un traitement agressif, radical. Et donc, pour l'instant, je pense que la médecine occidentale est capable d'apporter cette réponse. Je ne suis pas sûre que la médecine traditionnelle soit capable d'apporter cette réponse. Je pense qu'elle est là pour accompagner un traitement occidental radical, mais qu'elle ne peut pas se positionner en première intention pour traiter un cancer du sein. Et ça, c'est le message fort que je veux passer aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit deux médecines qui s'opposent. Je pense que c'est deux médecines qui se complètent, mais qu'il faut que chacune connaisse la place l'une de l'autre. Et que vraiment le cancer du sein, c'est une maladie qui demande un traitement rapide. Donc il faut vraiment être rapide dans l'administration des traitements. Il faut suivre les recommandations des médecins qui sont des spécialistes, et les spécialistes, il y en a dans le centre de référence et également en privé. Je pense qu'il faut demander les références de son médecin. Les références sont accessibles en ligne. On peut se renseigner, il suffit d'aller sur Internet et de regarder quel est le background du médecin qui vous suit. Donc je pense qu'il faut se faire soigner par des gens sérieux, avec une réponse médicale forte, rapide et agressive. On peut y adjoindre des traitements complémentaires, mais on ne saurait placer des traitements complémentaires en première ligne. Maintenant, je pense qu'effectivement, les gens atteints du cancer du sein doivent avoir un entourage qui les soutient,
qui leur apporte du soutien moral, qui leur apporte une alimentation équilibrée, un environnement sain et qui soutiennent en fait ces thérapeutiques. Parce que tous les jours, vous et moi, nous allons à des cérémonies, des obsèques où on dépense des sommes exorbitantes en fait pour faire des obsèques dignes entre guillemets à des gens. Mais je pense qu'au moment où ces gens sont malades, le moment opportun, c'est leur apporter l'aide pour qu'ils aient un traitement adéquat. Nous avons souligné tout à l'heure que les traitements sont chers. Il vaut mieux donc être solidaire au moment où les gens ont la maladie pour les aider à se soigner et leur donner une chance de guérir. Et une fois qu'ils sont partis, en fait, c'est trop tard pour essayer de leur apporter notre soutien. Voilà les messages que je voudrais passer aujourd'hui. Bien, docteur, merci pour tous ces éclaircissements. Maintenant, qu'on a souvent entendu, même dans les médias, entendre dire qu'on a un patient qui est en phase de rémission. Pour le commun des Camerounais, ça veut dire quoi une rémission? Et maintenant, quand le patient arrive en phase de rémission, y a-t-il des chances de rechute? Vous abordez une notion qui est très importante en fait en termes de cancer. En termes de cancer, effectivement, le mot guérison est un mot que médecins prononcent difficilement parce qu'on ne peut jamais garantir qu'il n'y aura pas de récidive à long terme. Donc une rémission pour nous, ça veut dire que le patient a été observé sur une période suffisamment longue sans qu'il n'y ait de récidive du cancer. Et donc statistiquement, il est peu probable que ce cancer récidive. Mais nous ne pourrons jamais dire jamais. Donc c'est ça une rémission. Donc la rémission, c'est une forme de guérison dans le commun du mortel, mais tout en ayant l'arrière-pensée, entre guillemets, que le cancer peut toujours récidiver. Donc on doit toujours, en tout cas un cancer du sein, ça se surveille à vie. D'accord? Au bout de 5 ans, on parle de rémission et donc éventuellement de guérison avec peu de chances de récidive. Mais une patiente qui a été atteinte de cancer du sein, sa surveillance c'est à vie. Voilà, on peut toujours faire une récidive à 10, à 15, à 20 ans. Alors, une patiente qui a été reconnue comme avoir été guérie, entre guillemets, ou qui est en phase de rémission longue ou courte, selon la durée, peut-elle développer un autre cancer? Absolument. Alors, à chaque fois que l'on parle de rémission, on parle d'une rémission par rapport à un cancer en particulier. Une fois qu'on a un cancer différent, c'est une nouvelle maladie. On ne parle plus de l'ancienne, ce n'est pas l'ancienne maladie. De même, une patiente peut faire un cancer du sein d'une certaine nature et faire un autre cancer du sein d'une autre nature. À partir du moment où ce n'est pas la même maladie, elle est en rémission par rapport au premier cancer et elle fait un deuxième cancer qui n'a rien à voir avec le premier cancer. D'accord ? Alors, docteur, c'est vrai que quand on vous comprend, on a l'espoir qu'on peut guérir du cancer. Mais dans notre contexte, c'est difficile à croire. Alors, de façon très simple, quelles sont les méthodes susceptibles de prévenir le cancer du sein? On sait a priori qu'il n'y a pas de méthode. Enfin, la prévention, elle reste préventive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cancer du sein? Alors, donc c'est bien ce que j'allais dire. En fait, le gros target, c'est empêcher le cancer de survenir. Voilà, c'est là vraiment où il faut agir. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, interroger sa famille pour savoir s'il y a des antécédents au premier degré de cancer du sein avant 40 ans ou des antécédents de cancer de glande, numéro 1. 2, autopalpation des seins tous les 3 mois au décours immédiat des règles. 3, palpation annuelle par votre gynécologue. 4, palpation automatique des seins pendant la grossesse. 5, première mammographie dès l'âge de 40 ans si on n'a pas pu avoir des antécédents exhaustifs. Si on a des antécédents exhaustifs et qu'on n'est pas exposé, première mammographie à 50 ans. Ensuite, 6, bien sûr, les règles hygiéno-diététiques habituelles, c'est-à-dire manger sainement, ne pas fumer, faire de l'exercice physique au moins 3 fois par semaine, vivre dans un environnement sain. Voilà. À partir du moment où on applique ça, on peut dépister un cancer du sein suffisamment tôt pour pouvoir apporter une réponse thérapeutique adéquate et guérir du cancer du sein. Voilà. Merci docteur pour cet échange et merci de nous avoir éclairés. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Seulement, comme le docteur l'a dit, notre mot c'est prévention, prévention, prévention.
Octobre Rose, octobre si vous le voulez, c'est le mois contre le cancer du sein institué par l'OMS. Il existe des associations qui se battent contre le cancer du sein, que ce soit au niveau local ou au niveau international. À toutes les dames, à tous les messieurs aussi, parce que ça vous concerne. Une sœur malade, c'est une personne qui a des frères, qui a des sœurs. Donc, messieurs, mesdames, sentez-vous concernés et tous ensemble, barrons la route au cancer du sein. Merci.